Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal consacrée à la page rétrospective de la semaine dont voici les sommaires. Il y aura bel et bien élection à Yakoma et Massimanimba. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, s'est rendu au cours de cette semaine à l'entrepôt de la CNI pour s'assurer de l'avancement des travaux de personnalisation de bulletins de vote et des dispositifs électroniques des votes. Et puis les autorités congolaises ont ouvert le mercredi à Kinshasa les états généraux de la justice après 2 mois de tensions entre les pouvoirs judiciaires et les gouvernements sur l'administration de la justice et l'engorgement du milieu carcéral. Pourquoi la justice est-elle malade? Un thème dont les réponses doivent aboutir aux solutions. Et pour terminer, élection américaine, Donald Trump a été élu 47e président des États-Unis face à Kamala Harris. Ils étaient au total 3 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement du Royaume d'Arabie Saoudite, de la République italienne et de la République fédérale d'Éthiopie. Ils ont tour à tour présenté leurs lettres de créance ce jeudi 7 novembre 2024 au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Le premier reçu par le chef de l'État, l'ambassadeur Abdulaziz Mohamed Al-Badi d'Arabie Saoudite est marié et père de 2 enfants. Son Excellence, M. Abdulaziz bin Mohamed Al-Badi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite. Le diplomate saoudien a eu une maîtrise en administration publique avec mention plus grande distinction obtenu aux États-Unis d'Amérique. L'ambassadeur Abdulaziz est aussi détenteur d'un diplôme supérieur en études diplomatiques du ministère saoudien des Affaires étrangères avec mention grande distinction et une licence en sciences politiques de l'université Roi Saoud. Le nouvel ambassadeur d'Arabie Saoudite en RDC a occupé plusieurs postes diplomatiques. Il a été notamment chargé d'affaires à Ottawa, au Canada, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite près la République de Tadjikistan est chargée d'affaires au Danemark, Brésil et au Kirghizistan. C'était ensuite au tour de l'ambassadeur d'Italie Sabato Franco Sorrentino de présenter ses lettres de créance au président de la République. Il est diplômé en sciences politiques de l'Institut universitaire oriental de Naples. Entré dans la carrière diplomatique en 2002, le diplomate italien a exercé les fonctions de secrétaire délégation à la Direction générale des pays d'Amérique. Il a été ensuite affecté à la Direction générale des pays d'Asie, d'Océanie, du Pacifique et de l'Antarctique. L'ambassadeur Sabato a aussi occupé le poste de chef de mission adjoint à la délégation diplomatique spéciale à Taipei et des consuls adjoints au consulat général de première classe à New York. Avant son affectation à RDC, le nouvel ambassadeur d'Italie a assumé notamment les fonctions de directeur exécutif adjoint à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. L'ambassadeur de la République fédérale d'Éthiopie, Mekuria Getachew Oku, a clôturé la série d'audiences auprès du président de la République. Le diplomate éthiopien a un master en finance et une licence de l'université d'Addis Abeba. Il a été directeur général des ressources humaines et directeur général adjoint des affaires consulaires au ministère des Affaires étrangères à Addis Abeba, en Éthiopie. Nommé le 6 avril 2024, premier envoyé spécial de l'Union africaine pour la prévention du génocide et des atrocités de masse en Afrique, le Sénégalais Adama Dieng a entamé sa première mission en République démocratique du Congo. Conscient de sa lourde responsabilité, Adama Dieng veut s'inspirer du leadership du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'attachement au respect des droits humains. Kinshasa est la porte
d'entrée de ma première mission dans le cadre de ce mandat. Et il est heureux que je commence par le Congo, parce que le Congo est un pays immense qui a donné à l'Afrique un fils éminent dont je tiens à saluer ici la mémoire. Je vais parler de Étienne Tshisekedi, père de l'actuel président de la République démocratique du Congo. Et sa lutte constante pour la démocratie et la justice sociale a inspiré des générations entières. Et aujourd'hui, je me félicite de constater que son fils suit justement les traces du père pour assurer à son peuple justement l'accès aux droits économiques, sociaux et culturels. Et cela est important parce qu'il n'y a pas de justice sans justice sociale. En ce mois de novembre, la RDC va présider le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine après son élection au Conseil des droits de l'homme. Adama Dieng promet d'accompagner le gouvernement congolais à développer des politiques de prévention du génocide et des atrocités de masse durant son mandat et promouvoir la cohabitation pacifique entre les populations de pays voisins africains. En marge de la participation de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui se tient à Genève dans le cadre de l'examen périodique universel, la délégation congolaise est conduite par Chantal Chambou, ministre des Droits humains, et Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, qui assume la modération. Il y a aussi la présence de la vice-ministre des Affaires étrangères, Gracia Mbakazadi, et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilumbayi. D'abord, à l'ouverture, la délégation congolaise qui avait en face d'elle celle de l'OIF a pris part à un exercice de simulation au siège même de l'OIF. Et ce mardi, une empoignade verbale a éclaté entre la RDC et les Rwandais lors de la présentation du rapport national. La RDC a critiqué le rôle du Rwanda dans la situation sécuritaire de l'Est de son pays. Nous ne saurons pas, au vu de toutes les déclarations qui ont été dites ici, présenter les faits sans en déterminer les causes et les origines, parce qu'ici, nous voulons nous assurer que la République démocratique du Congo continue sa marche vers la protection et la promotion des droits de l'homme. Les faits qui ont été allégués tout à l'heure, évidemment, Monsieur le Président, on ne va pas utiliser ces cadres pour nous enfoncer dans la polémique avec la rhétorique mensongère habituelle. Il est connu mondialement que les respects des droits de l'homme n'est pas toujours la question qui est suivie de près du côté du Rwanda. Mais parce qu'on a évoqué des questions d'une extrême gravité, notamment la question des enfants, le gouvernement américain en septembre 2023 a sanctionné justement le gouvernement rwandais pour l'utilisation et les recrutements des enfants soldats dans le cadre du supplétif de M23 qui aujourd'hui il est établi et le pendant qui opère en République démocratique du Congo. Notons que ces conseils des droits de l'homme des Nations Unies qui se tient du 4 au 15 novembre permet aux États membres de faire tous les 4 ans et demi l'évaluation de la situation en matière des droits humains. Madame la Première ministre, toute notre indignation de voir que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda arrive à Goma, ce n'est pas mauvais puisque nous recherchons la paix, nous sommes pour la paix, mais que vous puissiez lui donner autant d'honneur. Et le gouverneur militaire et l'inspecteur provincial de la police, je considère pour moi que c'est très grave et que nous ne savons pas ce que nous faisons pour terminer. Donc il faut lui dire la prochaine fois quand ce ministre viendra sur le territoire congolais, nous n'avons même pas besoin d'avoir des honneurs quand nous allons au Rwanda et ils ne le font jamais et ils se font respecter. Mais comment nous pouvons vraiment, dans la ville martyre de Goma, nous recevons le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et c'est notre gouverneur militaire qui est au garde à vous avec l'inspecteur provincial de la police. Non, ça nous disons non,
Transmettez cela à Madame la Première ministre, que tous les députés sont indignés par ça. Nous soutenons le processus de Luanda. Nous voulons que ce processus aboutisse très vite. Et avant longtemps, nous aurons besoin de Madame la ministre d'État des Affaires étrangères pour mettre au parfum aussi les élus du peuple. 7 Congolais et Congolais sur 10 ne se retrouvent pas dans la justice telle que distribuée et administrée aujourd'hui en République démocratique du Congo. D'où les différents jérémiades, les différentes plaintes, parfois les différentes tensions sociales observées au sein de notre société. Mais quels sont certains mots observés depuis que nous sommes ministres de la Justice? Vous avez, Excellence Monsieur le Président de la République, des spoliations des biens, des publics comme des privés, des maisons des paisibles citoyens, parfois qui sont spoliées de manière injuste et illégale. 90% des plaintes que nous recevons résultent des spoliations des maisons des particuliers. Vous avez des arrestations arbitraires, parfois qui ne respectent pas les normes, les délais, qui sont pourtant prescrits par nos lois et par la Constitution. Vous avez la surpopulation carcérale, où dans des prisons, des prisonniers sont entassés tels des sardines, et parfois certains en meurent par étouffement. Vous avez, Excellence Monsieur le Président de la République, des saisies intempestives des comptes et des avoirs, aussi bien des sociétés privées que publiques, et même des services publics. Vous avez, Excellence Monsieur le Président de la République, également des mauvaises conditions de vie et de travail des différents acteurs de la justice. Lorsque les magistrats tombent malades, il est obligé parfois de fournir beaucoup d'efforts pour se faire soigner. Lorsqu'un magistrat meurt, ils sont obligés de se cotiser pour pouvoir enterrer l'un des leurs. Le président de la CENI, Denis Kadima, a demandé aux électeurs de Yakoma et Masimanimba d'avoir un esprit apaisé car les élections auront bel et bien lieu. Cela est dû aux efforts de la CENI qui s'est tuée à la tâche pour garantir la reprise des élections bien préparées et sécurisées. La visite de Denis Kadima à cet entrepôt avait pour but de se rassurer lui-même d'abord de l'avancement des travaux, des personnalisations des bulletins des votes et des devs qui devront être utilisés dans la bonne circonscription. Denis Kadima rassure quant au bon déroulement des scrutins du 15 décembre prochain, car les irrégularités qui ont entaché les scrutins du 20 décembre 2023 leur a permis de tirer des leçons. La visite ici, c'est pour voir l'état d'avancement des travaux. Vous savez, nous avons des élections que nous répétons dans les circonscriptions de Yakoma et Masimanimba. Et je voulais voir l'état d'avancement et évidemment, on est très avancé. On est en train de mettre les bouchées doubles. Et ici, par exemple, nous sommes en train de faire la personnalisation des bulletins de vote. Comme ça, on ne peut pas amener les bulletins d'ailleurs ou bien utiliser une machine d'ailleurs dans ces deux entités. Après, se suivra le lancement du déploiement des matériels. La logistique nécessaire est conséquente. Masimanimba est accessible par route depuis Kinshasa, mais Yakoma nécessite un acheminement par voie aérienne. Cependant, les bulletins de vote, les devs et d'autres documents sensibles sont déjà en cours de préparation conformément au calendrier de la centrale électorale. Et Denis Kadima sollicite l'implication de la police nationale congolaise et d'autres parties prenantes pour la sécurité des élections dans ces deux circonscriptions électorales. 48% du budget ont été réservés aux investissements. Bon, ça, ce n'est que la théorie. Mais qu'est-ce qui va se passer dans la pratique? Et là, encore une fois, c'est une question de la gouvernance et une question de leadership.
Mais quand on regarde l'exécution du budget 2023 et quand on regarde l'exécution du budget 2024, une part importante a été réservée aux investissements. Mais quand on va dans le fond pour examiner avec des loupes, on voit très bien que beaucoup de dépenses sont plutôt des dépenses de consommation, des dépenses de prestige, parce que en réalité, le budget d'investissement est très peu exécuté. Et donc, j'émets beaucoup de réserves là-dessus. S'agissant des dépassements, des détournements ou la corruption, vous avez totalement raison. Le détournement, la corruption, c'est devenu, comme je l'ai dit lors de mon intervention à l'Assemblée nationale, un sport national. On ne détourne plus en termes de milliers de dollars, on détourne en des termes de dizaines et des centaines de millions de dollars. Et ça, c'est scandaleux. Et comme je l'ai dit, il y a une relation de cause à effet entre le niveau de corruption et le niveau de développement. Et ceci pour dire, lorsqu'il y a beaucoup de corruption, le pays ne peut pas se développer. C'est une question de gouvernance. Ce qui compte, ce n'est pas la hauteur du budget. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait du budget qu'on a. Avec près de 5 milliards, nous avons acheté 4 avions pour Congo Airways, 500 bus pour Transco, 250 bus neufs pour l'Esprit des Vies. Nous avons construit les bâtiments intelligents, nous avons réhabilité les bâtiments des Royales. Mais avec 18 milliards, s'il y a des détournements de plus de 8 milliards, vous ne pouvez rien faire, même pas payer les salaires. Préoccupés des agents de la région, les élus de la province du Basuélé ont rencontré le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Au cours de cette audience, ces députés ont partagé les desiderata du fonctionnaire de leur province, le Basuélé, et de faire remonter le besoin spécifique de l'administration locale. Après les avoir écoutés attentivement, Jean-Pierre Liaou les a rassurés quant à sa volonté d'apporter des solutions adaptées aux préoccupations non seulement du Basuélé, leur province, mais également de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Le VPM a cependant souligné son engagement à travailler dans un esprit d'équilibre entre les différentes régions du pays en vue de garantir un traitement juste pour l'ensemble des fonctionnaires de l'État de la République démocratique du Congo. Au cours de cet atelier sur l'identification des priorisations des investissements en faveur de villes affectées par les inondations, il était question pour les experts multisectoriels d'élaborer une stratégie de réduction des risques des catastrophes qui va mettre en place des mécanismes nationaux et locaux pour la matérialisation de la gestion des risques des catastrophes qui, du reste, bénéficient du financement de la Banque mondiale à hauteur de 200 millions de dollars américains. C'est un atelier de préparation qui va nous permettre de définir les activités principales à maintenir dans le projet pour répondre effectivement aux crises auxquelles certaines de nos villes font face. Notons que ces cadres permettent de réduire les chaos socio-économiques liés au changement climatique en sélectionnant les villes d'intervention touchées par les inondations, à savoir la ville de Kinshasa, Kalemi et Uvira, en vue de renforcer la préparation aux situations d'urgence et la capacité des réponses pour améliorer les systèmes d'alerte précoce pour enfin renforcer la résilience des infrastructures essentielles. Dans un communiqué, la Direction générale des Congo Airways a exprimé sa gratitude envers les gouvernements congolais, la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que l'ensemble du personnel de la compagnie. Ces acteurs, soulignent les documents, ont fourni des efforts remarquables pour permettre la relance tant attendue des activités de la compagnie aérienne. La reprise des vols par Congo Airways marque une étape importante pour les secteurs de l'aviation en RDC. Alors que les autorités et les acteurs économiques du pays s'efforcent de renforcer les infrastructures des transports aériens.
En relançant ces opérations, la compagnie vise non seulement à améliorer la connectivité entre les provinces, mais également à contribuer au dynamisme économique et à la mobilité des citoyens congolais. Avec cette relance, Congo Airways se positionne de nouveau comme un acteur clé dans l'industrie aérienne congolaise et régionale, prêt à relever les défis de la modernisation et de la fiabilité de ses services. Une réunion visant à évaluer les premiers résultats et à définir des axes d'amélioration a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de Transport Jean-Pierre Bemba. Une semaine après l'instauration à titre expérimental des mesures de circulation pour lutter contre des embouteillages à Kinshasa. La population semble satisfaite de la décision prise et les signaux sont positifs. Donc, comme on est dans une phase expérimentale, il faut s'attendre à ce que là où ça ne marche pas, qu'il y ait des remous. Mais la réunion d'aujourd'hui, on a beaucoup plus parlé sur l'évaluation effectivement d'une semaine d'expérimentation. Et je crois qu'avec toutes les interventions d'aujourd'hui, nous pensons que nous allons encore améliorer davantage pour que la circulation soit fluide d'un côté comme de l'autre côté, surtout de l'ouest à l'est. En croire la même source, le comité a relevé que certains acteurs demandaient un renforcement de dispositifs pour optimiser la fluidité de la circulation. Les solutions commandes sont là. Demain, par exemple, nous allons encore redescendre sur le terrain parce que toutes les études que nous faisons, elles sont dynamiques. Donc partout, nous avons trouvé que ça ne marchait pas. Il faudra qu'on arrive sur le terrain pour voir clairement qu'est-ce qui ne va pas pour qu'on puisse vraiment trouver une solution. Notons que certains tronçons se transformeront en voie à sens unique aux heures de pointe de 5h à 10h le matin, puis au sens inverse à circulation de 15h à 21h. Car l'expérimentation va s'étendre sur de nouvelles artères dans les jours qui viennent. Dans toute une existence, il y a toujours les faux et les vrais. Quel que soit aux magistratures, quel que soit la médecine, partout, il y a toujours des vrais et des faux. On ne peut pas qualifier tous les pasteurs. Il y a peut-être ces pasteurs qui n'ont pas de l'éthique. Comme déclare la Bible, on reconnaît le vrai arbre par rapport à son fruit. Le ministre n'a pas ce pouvoir parce que ce n'est pas à lui de choisir ou de reconnaître les mauvais ou les vrais pasteurs. Cette responsabilité doit retourner aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu. C'est eux qui pouvaient peut-être connaître ou reconnaître les pasteurs qui ont l'éthique. Ce que je peux demander personnellement au gouvernement, c'est d'accompagner ou d'assister les pasteurs, surtout ceux qui sont déjà élevés au niveau du sommet, pour organiser des différentes réunions, chercher à faire les réformes des réveils, avoir une tête ou un leader qui pouvait être au sommet et prendre le contrôle de toutes les églises des réveils. Donc l'RC doit se présenter comme une institution qui dirige ou qui contrôle toutes les églises des réveils, comme nous voyons à nos frères des protestants, des catholiques, Ahmed Sali et d'autres confessions religieuses. Donc c'est ça ce que je peux demander au gouvernement, d'accompagner, d'assister les leaders de ce qui des réveils, faire des réunions pour arriver quand même à créer les réformes qui pouvaient faire entrer le guide des réveils dans une institution. Mauvaise nouvelle pour la République démocratique du Congo qui a vu sa candidature être rejetée par l'Organisation internationale de la francophonie.
Ces derniers ne seront pas les pays hôtes de la prochaine mission économique et commerciale de la francophonie, prévue en 2025. Cette annonce a été faite par l'administratrice de l'OIF, Caroline Saint-Hilaire, dans une correspondance adressée à la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, dont une copie nous est parvenue. Dans cette lettre, Caroline Saint-Hilaire a exprimé sa gratitude envers les gouvernements congolais pour les efforts déployés dans le cadre de cette candidature. Elle a souligné que les processus de sélection mis en place par l'OIF étaient rigoureux, visant à évaluer les dossiers selon les critères techniques précis. Ces critères prenaient en compte les conditions d'organisation d'une mission économique et commerciale, notamment sur le plan politique, sécuritaire et sanitaire, et tout en respectant la rotation géographique des missions. L'OIF organise régulièrement ces missions pour favoriser les échanges entre acteurs économiques et institutionnels de pays francophones, leur permettant de prospecter des nouveaux marchés et de tisser de partenariats commerciaux. Je dirais simplement que nous l'avons tenu parce que nous sommes sortis d'une longue procédure de constitution de tous nos organes. Et voilà que maintenant, comme nous avons mis en place nos commissions permanentes, et voilà aujourd'hui, nous avons pu organiser notre première conférence des présidents. Et ce que je pourrais dire en somme, c'est que nous avons eu à adopter l'avant-projet du calendrier de travaux de notre session ordinaire de septembre 2024. La plénière se tiendra après pour que ce projet que nous allons présenter à l'Assemblée puisse être adopté. Et c'est alors que les dés seront lancés pour que nous puissions finalement commencer le travail pour lequel nous avons été élus. Là, je me demande juste si je peux réserver un hôtel à Washington pour son investiture, mon ami. Amen. Amen, amen. 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 De la Géorgie à la Floride, les partisans de Donald Trump sont en liesse. Le candidat républicain a réussi son pari. Je voudrais remercier le peuple américain pour l'extraordinaire honneur de m'avoir élu 45e et 47e président des États-Unis. Nous allons entrer dans un âge d'or américain. C'est ce que nous allons avoir. À Washington, les visages des partisans de Kamala Harris racontaient une autre histoire à mesure que les États pivots basculaient en faveur de Donald Trump. Sur un air disco, de plus en plus en décalage avec la déception. Nous avons encore des voix à compter. Il y a encore des États en attente. C'est pourquoi la vice-présidente ne va pas s'exprimer. À mesure que les grands électeurs dessinent la victoire de Donald Trump, les questions se bousculent dans le camp démocrate, à commencer par pourquoi ? Peut-être parce que Kamala Harris est entrée en campagne trop tard. Une partie de ce qu'il s'est passé repose sur Joe Biden. Son incapacité à avoir compris plus tôt qu'il devait se retirer, qu'il n'était pas capable de faire un second mandat. Les électeurs républicains ont une raison de plus de se réjouir. Le parti reconquiert également la majorité au Sénat. Il est aussi en avance dans la course pour la Chambre des représentants. S'il l'emporte dans cette dernière, Donald Trump aura aussi le contrôle des principales institutions du pays. Il y aura bel et bien élection à Yakoma et Masimanimba. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, s'est rendu au cours de cette semaine à l'entrepôt de la CENI pour s'assurer de l'avancement des travaux de personnalisation de bulletins de vote et des dispositifs électroniques des votes. Et puis les autorités congolaises ont ouvert le mercredi à Kinshasa les états généraux de la justice après 2 mois de tensions entre les pouvoirs judiciaires et les gouvernements sur l'administration de la justice et l'engorgement du milieu carcéral. Pourquoi la justice est-elle malade? Un thème dont les réponses doivent aboutir aux solutions.
Et pour terminer, élection américaine, Donald Trump a été élu 47e président des États-Unis face à Kamala Harris. Ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi, mais entre-temps, bon week-end chez vous. On se retrouve la semaine prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.